Salut à tous, c'est le Envol. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, donc un nouvel épisode de la The City. Et donc je vais expliquer à peu près assez rapidement en gros illustrer la numérisation d'un signal. Ici j'ai choisi un signal audio. Voilà. Alors comment ça se passe? Donc un signal numérique, enfin analogique pardon, c'est un signal dit continu. Bon là il est plein mon signal, mais il peut être généralement c'est une on a une sinusoïdale dans le cas d'un son. Mais ici, là, j'ai choisi de faire tout simplement une ligne droite pour vous montrer. C'est plus simple dans Minecraft. Alors qu'un signal numérique, c'est par morceau. On dit que c'est un échantillonnage, enfin, c'est une façon discrète. C'est-à-dire qu'on n'a que des bouts. Par exemple, ici, on a un signal continu, donc on pourrait dire, si on devait représenter sur un graphique, on aurait une infinité de points, la fameuse belle droite que vous voyez, alors qu'ici, on a par palier, on a plein de petits paliers, donc là, j'ai juste deux fois moins de paliers, et là, j'ai un signal continu. Donc, on va aller tout de suite voir quelles sont les deux grosses caractéristiques de la numérisation d'un signal. Et ensuite, on traitera rapidement des différents codecs du son. Alors là, maintenant, on va aller voir. Donc en blanc, vous avez un signal original. Ça peut être un signal numérique comme analogique. C'est le signal de base. Enfin là, c'est plutôt analogique. C'est le signal originel de base, par exemple, votre chanson préférée. Un bout de votre chanson préférée. Alors avec ce bloc-là, j'ai représenté la numérisation de ce signal avec la fréquence d'origine. Puisque vous savez, chaque signal sonore, chaque signal a une fréquence. C'est-à-dire le nombre, c'est-à-dire un motif. Il y a un motif, on prend un motif du signal, une période comme on appelle, et qui va se répéter X fois par seconde. C'est ça la fréquence. C'est l'inverse de la période. Donc c'est-à-dire une période, c'est un motif d'un signal. Par exemple, je pars du bas, je monte, je redescends et puis je remonte dans le cas d'une sinusoïdale. Ici, donc là, c'est avec la même fréquence d'origine. Et ben, vous voyez qu'il manque des bouts au signal. Et donc, pour numériser correctement un signal analogique, on dit correctement. C'est-à-dire que, de toute façon, comme il y a une infinité de points dans un signal dit justement analogique, bah, dans votre signal numérique, vous pouvez théoriquement, parce que la fréquence dans le signal numérique, ça correspond justement au nombre de points que vous allez prendre. C'est-à-dire, on va revenir au premier schéma. Vous voyez là, par exemple, si c'était une fréquence, bah, j'aurais par exemple, si c'était une fréquence d'une seconde, là je serais à 3 Hz, c'est-à-dire trois blocs par seconde ici. Là, c'est la fréquence qui a été choisie pour cet exemple-là que vous voyez ici. Donc c'est ça que je parle du coup avec les fameux nombres d'échantillons. Donc là, je suis à la même fréquence que le signal d'origine et j'ai deux fois moins de points que le signal d'origine. Enfin, j'ai pas suffisamment de points pour illustrer. Vous voyez, il manque en gros, sur Minecraft, ça se visualise parce qu'il manque la moitié du signal. Pour bien numériser un signal analogique, il faut que sa fréquence, ce qui est le cas des trucs en bois là, ce que j'ai représenté par les blocs de bois, soit au moins deux fois supérieure à celle du signal analogique. Ce qu'on appelle là, on parle de fréquence d'échantillonnage pour les signaux numériques. Si cette fréquence n'est pas deux fois supérieure, il va nous manquer certaines informations essentielles. Alors qu'à partir de deux fois supérieure à celle du signal qu'on veut numériser, bah ça passe. Mais par contre, on sait par exemple dans le cas des signaux sonores, on peut peut-être numériser un moment, on va percevoir un son à 3000 Hz et un autre à 5000. Bah là, on prendra toujours la fréquence d'échantillonnage qui correspond au son le plus important. Donc on va revenir, donc là pour l'oreille humaine, on peut entendre entre à peu près 10 Hz, enfin c'est plutôt 20 Hz et 20 kHz, mais on peut même certains descendre à 10 Hz. On peut percevoir certains sons à 10 Hz, même s'ils ne sont pas vraiment dans le domaine, parce que c'est 20 et 20 000 Hz, donc 20 kHz. Donc techniquement, si on doit numériser un signal sonore, il faut qu'il soit au moins à 40 kHz. C'est vraiment le minimum. Dans le cas de la qualité CD, on va un peu plus loin parce certains sons peuvent être perçus par certaines personnes un peu plus loin.
entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est le domaine classique entre guillemets, on va dire. C'est la plupart. Mais il y en a certaines qui peuvent entendre un peu au-dessus ou un peu en dessous. Donc on va à une fréquence d'échantillonnage tout simplement plus élevée. Et dans le cas de la qualité CD, on est à 44,1 kHz. Et tout le monde voit que le CD, c'est une bonne qualité. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la quantification. C'est-à-dire, là, on va en revenir avec nos sons. Vous voyez, donc, dans notre son, on a des hauts et des bas. Par exemple, on a différents niveaux d'intensité. Donc dans un signal continu, on a énormément de niveaux d'intensité différents, puisqu'on a une infinité de points. Et donc la quantification, ça consiste, en fait, les niveaux d'intensité sont codés par bit, puisque en informatique, c'est des 0 ou des 1. Et donc plus on a de bits, plus on code sur un nombre de bits important, plus on a un panel de possibilités important. Par exemple, si on code que sur un bit, on a deux niveaux d'intensité possibles. C'est-à-dire, par exemple, pas de son, du son. Voilà. En 2 bits, on a 4 niveaux d'intensité sonore. Donc, on pourrait faire, par exemple, 0, 25, 50, 75, 100. En termes d'intensité. Sur 3 bits, on passe du coup à 8. On a 8 niveaux. Sur 4 bits, on est du coup à 16, etc., etc. Donc généralement, on utilise plutôt le 2, le 4 bits. Enfin, c'est pas très utilisé. Après, c'est plutôt le 16, le 8, le 16 et le 24. Donc j'ai indiqué le 8 et le 16 avec une pancarte. Alors avec le 8 bits, on a 256 niveaux d'intensité sonore différentes disponibles. Ça commence à être pas mal, mais c'est pas suffisant pour l'oreille humaine. Parce que l'oreille humaine peut percevoir beaucoup plus de sons, beaucoup plus de différences que ça. C'est là où la qualité CD, ça reste toujours une référence. C'est qu'elle est plutôt bien équilibrée, puisqu'on est à 65 536 niveaux d'intensité sonore. Autant dire qu'on a beaucoup de possibilités. Et ça devient difficile pour l'oreille humaine de percevoir certaines différences dans certains niveaux d'intensité. Ça devient difficile à ce niveau-là. Et après, on a le 24 bits qui permet encore plus de possibilités. C'est la qualité studio. Donc maintenant, on va voir quel type, tout ce qui est histoire avec les codecs et quel type de quantification et du coup, quelles sont les conséquences de tout ce bordel. Donc par exemple, vous voulez encoder votre musique préférée. Elle est fournie souvent sur un CD. Donc on est sur du 44,1 kHz et du 16 bits. Pourquoi ça ? Parce que ce format a été étudié pour permettre de correspondre aux caractéristiques de l'oreille humaine dans le format, disons, plus intéressant possible, le plus petit possible. Par contre, quand on a besoin de faire énormément de retouches, comme c'est le cas dans le milieu professionnel, notamment dans le codage en direct, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, être à la qualité CD ne suffit plus, parce qu'on va peut-être travailler certains sons, et ça va être utile d'avoir un plus gros panel. C'est pour ça que dans la qualité professionnelle, on va utiliser des fréquences d'échantillonnage bien plus élevées et aussi, donc du coup, on va passer sur du 192 kHz et on va passer sur du 24 bits en quantification. Donc on est sur un nombre, sur des fichiers encore plus gros, parce que plus on a de bits, plus la quantification est élevée, plus la fréquence est élevée et plus le fichier est lourd. D'où pourquoi on essaye de faire aussi un bon compromis. Mais aussi on a plus d'informations. Donc ça, en qualité studio, on a besoin d'énormément de bien plus d'informations qu'avant de fournir le fichier final sur forme CD, justement pour permettre de retravailler la musique si besoin. Donc du coup on prend un maximum d'informations et on va du coup disons même on prend plus d'informations que ce qui est nécessaire. Justement pour éviter toute perte d'informations et parce que ça permet de faciliter les retouches. Et donc nous, généralement, vous avez plusieurs types de qualités. Donc désolé pour cette interruption. Donc avant de parler des codecs, on va juste refaire un petit résumé. Donc différence entre signal analogique et numérique, signal analogique, signal continu, signal numérique, signal discontinu. Alors pour avoir un signal numérique, un signal analogique bien numérisé, il faut avoir ce qu'on appelle une fréquence d'échantillonnage au moins 2 fois la fréquence du signal d'origine. Et enfin, pour la quantification, il faut une quantification suffisante en fonction de l'utilisation. Donc là, c'est adapté en fonction que ce soit
pour l'oreille humaine, ou voilà, ça dépend vraiment des utilisations, mais c'est toujours bien de prendre un peu plus large que ce qui est nécessaire. Maintenant, nous allons parler des codecs justement pour le son. Alors on peut ce qu'on parle de codec, donc c'est la face. Donc il y a plusieurs choses. Alors nous avons déjà, on peut enregistrer un son sans aucune compression, ce qu'on appelle les numérisations audio non compressées. Donc c'est le PCM qui permet ça. C'est un code spécifique. Ça permet en fait tout simplement, s'il s'agit du signal analogique dit brut, c'est-à-dire c'est le signal, signal numérique brut, c'est-à-dire en fait c'est le signal analogique qui a été capté par ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique et qui a été échantillonné, quantifié, encodé. C'est tout. Aucune autre modification. Voilà, c'est du brut, c'est le rendu brut. Alors ensuite, on utilise des codecs en informatique pour gagner de la place et gagner de la place, puisque du coup, tout ça, ça prend beaucoup de place. C'est ce qui prend le plus de place et on n'a pas forcément besoin de toutes les informations. Alors, généralement, on va utiliser des codecs dits non réversibles, c'est-à-dire des codecs destructeurs, c'est-à-dire que si on utilise ces codecs et qu'ensuite on ne pourra pas récupérer le signal d'origine, c'est-à-dire qu'en gros, on aura le signal d'origine, il sera détérioré, il manquera des choses qui sont pourtant assez importantes. Donc le codec le plus destructeur, et pourtant très utilisé, c'est le MP3. Il compresse énormément, mais par contre, il est très peu gourmand au décodage, ce qui fait qu'il est utilisé partout. Mais du coup, il détruit pas mal d'informations parce qu'il divise la taille comparée à une qualité CD de fichier par 10. Mais ça se fait à un prix, on perd pas mal en qualité. Et on perd surtout ce qui est les sons de guitare, ce sont ceux qui morflent le plus de la compression du MP3. C'est-à-dire que d'abord, il va éliminer toutes les informations inutiles, et puis ensuite, il va éliminer d'autres informations qui jugent pas très utiles, c'est-à-dire peu utiles, et du coup, garder l'ensemble, disons, tout ce qu'il faut pour avoir le son à peu près dans sa globalité. Voilà. Et donc, plus le bitrate qu'on va appliquer sera élevé, moins il compressera. Mais il compressera toujours beaucoup, hein, clairement, le MP3, c'est pas quelque chose qu'on va faire si on veut obtenir un son de qualité. Si on veut obtenir un son qui prend peu de place mais d'une qualité supérieure, on va passer à l'ACC ou au OGG. Donc ACC qui est bien plus utilisé notamment sur YouTube, qui permet d'avoir pour un bitrate, c'est-à-dire le nombre d'informations qu'on peut faire passer par seconde. Voilà, c'est ça, puisque en informatique, les informations c'est des 0 et des 1, des bits. Donc le bitrate, c'est le nombre d'informations qu'on peut faire passer par seconde. Et pour le même bitrate, la qualité sera meilleure parce que la compression est plus intelligente, mais du coup il est un peu plus gourmand, mais c'est très bien supporté aujourd'hui, ça reste quelque chose de peu gourmand. Et après on a son OGG qui est aussi un peu plus performant que le MP3 lui aussi, et qui a l'avantage d'être libre. Après on a plein d'autres codecs, mais maintenant on va parler d'un codec qui lui est un codec dit de compression réversible, c'est-à-dire que si on passe de ce codec-là au fichier originel, eh ben on peut retrouver le fichier originel. Enfin, quand je dis fichier originel, je parle du fichier numérique brut. On n'a perdu aucune information qui permet de profiter pleinement du signal. Pour l'homme, hein, parce que là on parle d'un son, donc c'est sûr qu'on ne va pas traiter des ultrasons. Effectivement. Donc là, ici, c'est le FLAC, donc c'est un codec, c'est un format libre. Et son avantage, c'est qu'il permet d'obtenir une qualité CD, c'est-à-dire 44,1 kHz et en 16 bits, pour une taille de fichier entre 30 et 70% inférieure. Vous allez dire, waouh, c'est impressionnant. Et pourquoi un tel écart? Parce que c'est un algorithme qui va utiliser pas mal d'astuces pour éliminer les informations qui ne sont pas utiles parce que imperceptibles pour l'oreille humaine. C'est ça qui va l'éliminer parce que l'autre fichier brut va enregistrer des choses qui sont imperceptibles pour l'oreille humaine, malgré qu'on soit dans le domaine, disons que pas forcément imperceptible, mais qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, on ne fera pas une grande différence entre les deux fichiers. On perd très très peu en nature du fichier. Et parmi ces infos-là, on a les infos dites redondantes, c'est-à-dire qu'elles reviennent tout le temps. Donc on peut se permettre de les supprimer à certains endroits parce qu'elles reviennent tout le temps.
Donc ça permet de gagner en place. Et en fonction, et par contre, si le signal est assez dégradé, qu'on a pas mal de bruit de fond notamment, et ben là, la compression sera moins efficace et on sera plutôt au 30%. Alors que si on a un son avec quasiment aucun bruit de fond, plus simpliste, on va pouvoir passer au 70%, hein. Clairement, on va pouvoir passer au fameux seuil des 70%. Voilà, voilà. Donc cette vidéo du coup s'achève et c'est enfin pour dire que c'est la dernière vidéo que je tourne euh, puisque avant le bac du coup. Donc maintenant je suis en pause, moi personnellement le en vol, en pause du bac. Donc je ne ferai plus pendant la période pause du bac, le bac et puis peut-être un peu après. Je prendrai peut-être quelques jours de rab en plus. Ce n'est pas encore déterminé la fin de ma pause. Mais on sait que c'est minimum jusqu'à la fin des épreuves du bac. Là, je ne ferai plus de vidéos sur YouTube, tout simplement. Je ne tournerai plus de nouvelles. Donc, il n'y aura pas de nouvelles publications. Et aussi, je serai inactif sur Skype, notamment. Même si c'est déjà le cas depuis maintenant, officiellement, à peu près Enfin, c'est à peu près. J'étais pas là la semaine dernière et je suis pas là la semaine dernière et la semaine où je suis en train de tourner là. Et je ne serai pas là toutes les autres semaines pendant la pause du bac aussi. C'est un choix pour deux raisons. Parce que je prends ma pause du bac, donc j'ai essayé de me déconnecter un peu de certaines plateformes, préférant plutôt juste regarder des vidéos YouTube et aller sur les forums et gamer un peu, me détendre quoi, tout simplement. Et aussi parce que Skype est en train de balancer une mise à jour majeure sur Android et je vais profiter du bac pour laisser les autres se casser les dents. Pour une fois, je vais pas faire le bêta-testeur, je vais laisser les autres se casser les dents et je veux attendre un mois, je pense que c'est un délai correct, le temps qu'ils stabilisent le truc quoi. Voilà. Bah voilà, c'était pour vous dire ça et du coup on se retrouve après la pause du bac. Allez, ciao ciao.